Bienvenue dans cette leçon du cours d'économie du sol et de l'immobilier consacrée à la chaîne de valeur du foncier. Jusqu'ici, nous avons représenté la prise de valeur ou la mise en valeur d'un terrain de façon très simple. Un propriétaire foncier vend son terrain à un promoteur qui entreprend les travaux de construction et ensuite vend le bâtiment achevé à un investisseur ou à des usagers. En fait, on peut imaginer encore plus simple. Une famille achète un terrain et se fait construire sa propre maison, sa maison individuelle. Ou encore plus simple, le propriétaire foncier entreprend les travaux lui-même et ensuite utilise le bâtiment ou le vend à un investisseur. Donc on voit qu'il y a plusieurs façons de donner de la valeur ou de transformer un terrain qui ne rapporte pas grand-chose en un bien immobilier de valeur. Ce processus, c'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur du foncier. C'est ce processus que nous allons analyser dans cette leçon. Un terrain n'est pas forcément toujours prêt pour la construction. En général, il faut entreprendre des travaux pour le préparer. Il faut parfois couper des arbres, débroussailler, démolir des constructions existantes, ensuite évacuer les gravats, ce qui est coûteux, bien sûr. Il faut éventuellement dépolluer le sol selon l'utilisation précédente. Il faut préparer le terrain par drainage, par consolidation, des travaux de terrassement peut-être. Et puis, très important, il faut raccorder la parcelle au réseau technique et au réseau de voirie, aux routes et aux chemins. Et à côté de ces travaux coûteux, il y a aussi des frais légaux, de nature légale ou commerciale. Ce sont des frais pour faire approuver, pour préparer et ensuite faire approuver un plan d'aménagement localisé pour le quartier. C'est ce plan qui va déterminer les droits à bâtir, les gabarits autorisés, les distances aux limites, les densités. Et puis, il y a des frais de transaction, rémunération d'intermédiaires, inscription au registre foncier, toutes sortes de taxes. Tous ces frais sont nécessaires pour transformer un terrain brut en un terrain sur lequel on peut ensuite réaliser un projet immobilier. Pour comprendre où se situent ces frais de préparation du terrain, reprenons le compte à rebours du promoteur. On se souvient, il permet de calculer le prix que le promoteur peut payer pour le terrain à partir du prix immobilier dont il faut soustraire le prix de construction ainsi que la marge de promotion. Alors où sont les frais de préparation du terrain dans ce calcul? Il pourrait être à l'intérieur du prix de construction, de cette variable PC. Ça veut dire que ce serait à la charge du promoteur. À ce moment-là, si ces frais sont à la charge du promoteur, eh bien, on le voit dans l'équation, ça réduit le prix qu'il accepte de payer pour le terrain. En revanche, si ces frais de préparation du terrain sont à la charge du propriétaire foncier, donc le propriétaire foncier vend un terrain au promoteur qui est déjà préparé, à ce moment-là, il n'y a plus ces prix de construction, il n'y a plus ces frais pour le promoteur et il propose un prix plus élevé. Donc on voit que le propriétaire foncier peut choisir entre deux variantes. Une variante où il prend les frais à sa charge, comme ici, et il y a moins de frais pour le promoteur et le propriétaire foncier obtient un prix plus élevé, ou alors l'ensemble des travaux sont à la charge du promoteur qui paiera un prix plus faible au propriétaire foncier, mais le propriétaire foncier n'aura pas à sa propre charge les frais de préparation du terrain. Ce schéma représente la même chose sous une forme graphique chronologique. On part d'un terrain brut, avec un propriétaire foncier initial. Ce terrain doit être transformé en un terrain à bâtir, ce qui requiert des travaux d'aménagement. Et il y a donc des frais de préparation du terrain. Cette prestation de transformation d'un terrain brut en un terrain à bâtir peut être prise à charge par un spécialiste qui serait appelé aménageur. Ensuite, on est dans le domaine qu'on connaît bien, le domaine familier. Le terrain à bâtir va être transformé en un immeuble, en un terrain construit, par le processus de construction qui est entrepris par un promoteur, lequel encourt des frais de construction, mais peut aussi obtenir une marge pour ce service. Et à la fin, on a un immeuble construit qui peut être mis en exploitation, qui va générer des revenus immobiliers et qui appartient à un propriétaire immobilier ou à des usagers. Sur le schéma apparaît maintenant le prix du terrain brut avant les travaux d'aménagement, prix du terrain aménagé au terme de ces travaux lorsque le terrain est prêt pour accueillir la construction du fait du promoteur qui entreprend, qui va dépenser le prix de construction, obtenir une marge. Et si un aménageur intervient dans le processus de transformation du terrain brut en terrain à bâtir, donc la préparation du terrain, eh bien, il prendra à sa charge les frais de préparation du terrain et il va également toucher une marge pour ce service rendu. Alors, on peut envisager deux façons d'organiser ce processus. La première
variante qui a un aménageur pour la préparation du terrain et un promoteur pour la construction. À ce moment-là, on a deux comptes à rebours. On a le compte à rebours prix du terrain brut qui est égal au prix du terrain aménagé moins les frais pour l'aménagement. Donc c'est le compte à rebours de l'aménageur. Et puis on a le compte à rebours du promoteur qu'on connaît bien, en précisant qu'il s'agit bien du prix du terrain aménagé qui est déterminé à partir du prix immobilier dont on déduit le prix de construction et la marge du promoteur. Dans la variante 2, un promoteur achète le terrain brut et prend à sa charge à la fois les frais de préparation du terrain et le prix de construction. Donc on n'a qu'un seul compte à rebours qui détermine le prix du terrain brut, qui part du prix immobilier tout à la fin et soustrait tous les frais. Donc il y a les frais de préparation, il y a aussi le prix de construction, et finalement il y a les marges. Une grande marge de promoteur, ou si on veut, une marge pour l'aménagement et une marge pour la promotion. C'est le propriétaire foncier initial qui peut choisir la solution qu'il préfère, c'est-à-dire à quel moment il passe la main, et s'il passe la main à un promoteur qui va entreprendre tous les travaux, ou d'abord un aménageur qui s'occupe que de la préparation du terrain. Notez que le propriétaire foncier initial peut aussi très bien lui-même entreprendre tous les travaux de préparation du terrain et de construction jusqu'au prix immobilier, jusqu'au produit terminé qu'il pourra vendre à un investisseur ou un usager. On a vu là-dedans le compte à rebours de l'aménageur que j'aimerais un petit peu développer. Voici donc le compte à rebours de l'aménageur qui permet de déterminer le prix qu'il consent à payer pour le terrain brut à partir du prix qu'il anticipe d'obtenir pour le terrain aménagé. Les ingrédients du calcul de l'aménageur, ce sont d'abord les frais de préparation du terrain. On a vu un petit peu plus tôt ce qui rentre dans ces frais. Ce sont d'une part des travaux, d'autre part des frais légaux. Ensuite, il faut bien voir que régulièrement les autorités demandent des compensations en échange de l'octroi de droits à bâtir. Par exemple, elles peuvent exiger qu'une partie du terrain de la parcelle leur soit cédée pour les infrastructures publiques, pour une route de passage par exemple. Elles peuvent aussi exiger toutes sortes d'aménagements compensatoires. Par exemple, si on déboise la parcelle, il faudra peut-être replanter une forêt similaire ailleurs. Elle peut aussi demander une participation financière à des infrastructures publiques qui seraient rendues nécessaires par le projet de construction, le projet immobilier. Par exemple, s'il s'agit d'aménager beaucoup de logements familiaux sur la parcelle, eh bien, ça implique pour la commune, pour l'autorité locale, de devoir mettre à disposition des places dans des crèches ou des établissements scolaires, et l'autorité peut demander à l'aménageur ou au promoteur, si elle pose la question plus tard, eh bien, une participation à ces frais d'infrastructure publique. Le prix de vente probable du terrain, paramètre principal, bien sûr, du compte à rebours, eh bien, il va dépendre de plusieurs choses. Il va dépendre des droits à bâtir que l'aménageur pourra obtenir des autorités pour la parcelle. Donc, la densité maximale, et puis les autres restrictions à la construction, type gabarit, distance, servitude éventuellement. Il faudra aussi déterminer qu'est-ce qui peut être construit sur cette parcelle, quelles sont les affectations autorisées, est-ce qu'on autorise du logement, que de l'industriel, du commercial, mixte, etc. Donc ce sont ces droits à bâtir qui vont ensuite donner de la valeur au terrain aménagé, puisque ça permettra aux promoteurs de réaliser un projet plus intéressant d'un point de vue commercial. Mais notez encore que les droits à bâtir qui peuvent être obtenus ne sont pas forcément identiques aux droits à bâtir qui intéressent un promoteur. Par exemple, l'aménageur peut obtenir une densité autorisée plus élevée que celle qui correspond au projet le plus rentable des promoteurs possibles de cette parcelle.
Et notez finalement que l'aménageur prend à sa charge des risques, par exemple le risque de ne pas obtenir des droits à bâtir intéressants, des risques même qu'il n'en obtienne pas du tout. Et puis, il y a également un risque important de retard, des délais, par exemple s'il y a des recours, des oppositions contre le plan d'aménagement localisé. Et donc, l'aménageur a droit à une compensation pour sa patience et pour les risques qu'il a pris à sa charge. Donc nous avons vu que dans ce processus de mise en valeur d'un terrain, dans la chaîne de valeur du foncier, il y a toute une série de fonctions. Il y a celle du propriétaire foncier initial, évidemment, il y a celle de l'aménageur, il y a celle du promoteur, et finalement il y a celle du propriétaire immobilier qui peut être un investisseur ou un usager. Et toutes ces fonctions peuvent être cumulées de différentes façons. Le propriétaire foncier peut en fait tout faire jusqu'au bout, il pourrait même être l'usager du bâtiment final. Les déterminants de la répartition des tâches entre divers individus, eh bien, ce sont principalement les compétences. Est-ce que le propriétaire foncier a la compétence d'aménager lui-même son terrain, voire de construire? Si le propriétaire foncier est un professionnel de la construction, une entreprise de construction ou un architecte par exemple, eh bien, il va plus volontiers prendre sur lui de réaliser lui-même la chaîne de valeur du foncier que s'il s'agit de quelqu'un qui est totalement étranger au monde de la construction et de l'immobilier. Ça va dépendre aussi des disponibilités en temps, en ressources humaines. Ça va dépendre des finances, parce que l'aménagement, c'est un investissement qui nécessite une certaine patience. Ça peut prendre plusieurs années jusqu'au moment où le terrain est prêt à être vendu à un promoteur, à un développeur. Et donc, le propriétaire foncier n'a peut-être pas les moyens. L'aménageur peut-être a les moyens pour financer l'aménagement du terrain, mais pas le processus de construction. Donc ça, c'est un paramètre important. Ensuite, ça va dépendre des différentes marges exigées. Une bonne raison de faire soi-même le processus de valorisation, eh c'est qu'on économise, si j'ose dire, la marge qu'il faut payer sinon à un aménageur, voire à un promoteur. Et finalement, il y a des éléments de réglementation, que ce soit des règles publiques ou des règles privées d'usage, qui peuvent aussi jouer un rôle. Par exemple, il existe beaucoup d'investisseurs qui refusent de travailler avec un promoteur, précisément parce qu'ils n'ont pas envie de lui laisser la marge de promotion. Donc, ils préfèrent acheter des terrains soit bruts, soit prêts à la construction, et de réaliser eux-mêmes la construction sans faire appel à un promoteur pour leur investissement ultérieur dans le projet, dans le bien immobilier. Donc, encore une fois, pour être bien clair sur les définitions, le promoteur, c'est celui qui prend l'initiative de développer un terrain qui est prêt pour la construction dans le seul but de vendre l'immeuble achevé. Alors que le propriétaire immobilier intervient ensuite, c'est lui qui achète l'immeuble achevé au promoteur et il peut s'agir d'un investisseur. Donc c'est quelqu'un qui achète l'immeuble avec un motif de placement et qui va le mettre en location à des habitants ou à des usagers commerciaux, professionnels. Le propriétaire immobilier peut aussi être un propriétaire occupant, seul s'il s'agit d'une maison individuelle, ou en copropriété s'il s'agit d'un immeuble avec plusieurs logements. Donc, on a la catégorie des promoteurs, qui sont toujours maîtres de l'ouvrage, donc c'est toujours eux qui pilotent la construction. Et puis, on a des propriétaires immobiliers, qui sont ceux qui ont acheté l'immeuble achevé. Et j'ai fait se superposer les deux cercles, puisque à l'interface, on a des acteurs qui sont maîtres de l'ouvrage, donc ils construisent eux-mêmes le bâtiment, ils achètent le terrain pour construire dessus, et en même temps, ils restent propriétaires de l'immeuble. Et cela, on pourrait les appeler des maîtres d'ouvrage pour soi-même. Donc ils fonctionnent un peu comme des promoteurs en achetant le terrain, en réalisant la construction, mais au lieu de vendre l'immeuble à un propriétaire immobilier investisseur ou usager, eh bien ils le conservent dans leur propre portefeuille, soit comme un placement immobilier, soit pour y habiter. Donc la catégorie de la famille qui achète un terrain pour se construire sa maison, eh bien, elle est dans cette ellipse des maîtres d'ouvrage pour soi-même.
Dans cette leçon, nous avons vu la chaîne de création de valeur foncière, avec ces deux phases principales qui sont l'aménagement du terrain, le préparer pour la construction, et puis la construction à proprement parler, qui transforme le terrain en un bien immobilier. Et nous avons vu que ces deux phases, avec toutes les prestations, tous les travaux qui doivent être entrepris dans ces deux phases, eh bien, peuvent être organisés de différentes manières en termes de répartition, d'attribution des tâches entre intervenants. Dans la leçon suivante, nous allons nous poser la question, est-ce qu'il est possible d'estimer le prix probable d'un terrain à partir du compte à rebours? Merci d'avoir suivi cette leçon et rendez-vous dans la prochaine.